Voilà, vous pouvez commencer. Ok, chers amis, bonsoir pour cette nouvelle réunion du CEJ, du Centre européen du judaïsme. Avant de commencer, comme d'habitude, nous voudrions remercier Zev Gilboa et moi-même, le président du consistoire du CEJ, le docteur Joël Mergui, toute l'équipe, évidemment, Richard Cohen à la technique, Nathalie Lazarovitch qui n'est pas présente ce soir avec nous, Marc Mimoun, l'administratif du consistoire, et toute l'équipe, évidemment, et vous-même ce soir, qui êtes venus pour cette conférence, pour cette rencontre, sur un sujet qui nous semble intéressant, qui n'est pas simple à traiter. C'est les perspectives ou les prospectives d'Israël dans les 25-30 prochaines années. On a utilisé avec ce que Zev la date de Yom Ha'atzmaut, le 73e anniversaire de l'État d'Israël, pour essayer ensemble de parler de quelques sujets, sujets démographiques, sujets sociétaux, un peu d'économie, politique aussi. Et avant de commencer, je laisse la parole à mon coéquipier, à mon ami Zev. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et comme vient de vous le dire Olivier, nous allons parler de l'avenir de l'État d'Israël, ses perspectives. Quel sera l'État d'Israël en 2048, 100 ans après sa création? Et pour cela, comme vient de vous le dire Olivier, nous allons parler évidemment de démographie, de politique, d'économie, de social et de sécurité évidemment. Simplement, avant de commencer, j'aurais une pensée émue, une pensée triste, mais aussi une colère par rapport à une décision qui a été prise par la Cour de cassation concernant Sarah Halimi. Nous avons une manifestation en simultané et devant l'ambassade de France à Tel Aviv et je suppose une manifestation à Paris. Mais je voulais quand même qu'on dise, qu'on marque le coup sur cette décision inique, qui est une décision qui fera jurisprudence, et c'est une jurisprudence, pour dire clairement les choses, antisémite. Donc, pour revenir à notre sujet, vous savez, Olivier et moi, nous sommes arrivés en Israël il y a à peu près 40 ans, plus ou moins. Et c'était hier. Et ce pays a beaucoup changé. Il y avait à l'époque 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 9 millions, un peu plus de 9 millions, 9,3 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en 40 ans, il a été multiplié par 3. Imaginez-vous la France qui aurait multiplié en 40 ans sa population par 3. Ça veut dire qu'il y aurait aujourd'hui 150 millions de résidents, de citoyens français sur le territoire français. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer. Nous n'avons pas tout le recul nécessaire, nous n'avons pas toutes les réponses, mais comment les choses, comme nous voyons les choses, et comment nous allons évoluer à marche rapide vers cet Israël, ce nouvel Israël, avec un horizon de 2048. Alors, on va commencer, Olivier, si vous le souhaitez, de parler de démographie. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives démographiques? Quelle est la partition générale des différentes communautés qui vivent en Israël? Parce qu'en Israël, il y a quand même une multitude de communautés. Alors, il faut savoir que, avant de parler, de vous donner des chiffres, si avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait à peu près 17 millions de juifs sur toute la planète Terre, après la Shoah, nous sommes tombés, comme vous le savez tous, à peu près 11 millions. Et aujourd'hui, le peuple juif n'est pas encore véritablement revenu à son niveau de 1939. Mais aujourd'hui, l'État d'Israël est l'endroit où vivent le plus important nombre de juifs. Nous sommes à peu près aujourd'hui aux alentours de 7 millions de citoyens israéliens juifs ou apparentés comme juifs. Et l'État d'Israël, comme on l'avait dit, c'est aujourd'hui 9,3 millions d'habitants, dont à peu près 2 millions de citoyens israéliens non juifs, à 95% arabes, musulmans. Et dans ces 2 millions d'arabes, il y a 95% de musulmans et à peu près 5% de chrétiens. En 2048, ce soir, on va un petit peu parler de l'avenir. Donc, on peut aussi avoir le sourire, on peut aussi un peu voir l'espoir. Nous sommes un pays qui avançons.
En 2048, selon les différentes études de différents démographes et spécialistes de la prospective, en 2048, Israël aura entre 17 et 18 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on doublera en moins de 30 ans la population israélienne aujourd'hui. Nous arriverons donc à peu près, je dis, entre 17 et 18 millions d'habitants. Et c'est un chiffre colossal pour un État de 21 000 km². Je ne parle pas de Judée-Samarie, je ne parle pas de Gaza ce soir, je parle de l'État d'Israël tel qu'il est au niveau de l'État en tant que tel par rapport au nombre de populations reconnues par les différentes. Alors, dans cette laissez-moi juste un instant de voir mes notes. Dans ce chiffre, donc de 18 millions, 17 millions d'habitants en 2048, il y aura la moitié des habitants d'Israël qui appartiendront à la communauté arabe et à la communauté orthodoxe. Et la moitié de la population israélienne qui appartiendra à ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire juifs de toute sensibilité, de tous bords, de ce qu'on appelle aujourd'hui laïcs jusqu'à qui passe regard religieux, mais j'enlève de ce nombre-là les Arabes et les Orthodoxes. C'est-à-dire qu'on aura une population qui va être 50% sur aujourd'hui, qui est une population qui est extrêmement productive, et une population qui aujourd'hui est politiquement et orientée aussi pas dans un sionisme pratiquement pur et dur. Cette population israélienne de 2048, 2050 exactement, je vais vous donner quelques cartes et quelques éléments. Alors aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments, donnez-moi juste 10 secondes. Ma carte a disparu. Voilà. Alors, actuellement, 1,5 million de la population israélienne, sur les 9 300 000, habite le nord d'Israël. 800 000 habitent le sud d'Israël et le Negev. Près de 7 millions habitent la région de ce qu'on appelle Gush Dan, centre d'Israël, de Haïfa jusqu'à Ashkelon, bien plus loin, et Jérusalem. Si rien ne se passe au niveau organisation urbaine et changement de priorité, en 2048, entre 13 et 15 millions de personnes habiteront la région entre Haïfa et Ashkelon, Tel Aviv principalement, et toute la région de Gush Dan et Jérusalem. 2,4 millions habiteront le nord d'Israël et 1,6 million habiteront le sud d'Israël. Le but aujourd'hui pour Israël, et là je parle de prospective positive pour l'avenir d'Israël, est de changer, d'améliorer les priorités et surtout l'équilibre de la population israélienne dans l'Israël de 2048. C'est-à-dire de faire passer des populations productives israéliennes qui habitent aujourd'hui la région de Gush Dan, au sens large du terme, Jérusalem jusqu'à Ashkelon, de faire passer 2 millions de personnes dans le nord d'Israël, je dis bien Haïfa et au-delà, Galilée, le nord, et 3,5 millions de personnes, pardon, excusez-moi, et 1,5 million de personnes dans le sud d'Israël. Si rien ne se fait à ce niveau-là, si les autorités, si les structures, si les plans ne sont pas adaptés, nous aurons des densités de population dans la région de Tel Aviv plus importantes qu'à Hong Kong. Ça vous fait sourire d'un côté, mais ce sera plus important qu'à Hong Kong. Nous serons une méga ville, comme peuvent l'être des villes comme Buenos Aires, Le Caire. Ce sera une méga ville dans un état avec, il y aura encore des zones désertiques, entre guillemets, évidemment, pas des zones désertiques au sens propre du terme, mais des zones, si vous voulez, où il y aura une faiblesse de population par rapport à un centre qui sera gigantesque et sururbanisé. On en voit aujourd'hui les débuts avec la construction de tours de plus en plus élevées dans la région de Ramat Gan, Bnei Brak et Tel Aviv. Et si la population israélienne continue à se regrouper, à se recentrer dans le centre du pays,
nous aurons aussi une urbanisation à extrême de type Asie du Sud-Est, avec des villes, avec des tours qui remplaceront ceux qui le connaissent. Neve Tzedek et toutes les régions comme Yafo seront des musées urbains dans un paysage tout à fait différent que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je voudrais ensuite vous parler également de cette évolution. En 2001, pour ceux qui étaient en Israël à l'époque, en 2001, il y avait en Israël 6,5 millions d'habitants. C'est-à-dire que de 2001 à 2048, n'est-ce pas, la population va tripler. Ça veut dire que si en France, en 2001, nous étions à peu près, je crois, 60 millions d'habitants, en 2048, la France devrait avoir à ce niveau-là 180 millions d'habitants et la France sera aux alentours, à mon avis, de 75 millions à 80 millions d'habitants, surtout d'ailleurs sur une population qui arrive d'Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, qui remplace les populations vieillissantes françaises en général. Olivier, il faut stipuler peut-être que ce triplement de la population n'est pas lié à une alia. C'est lié simplement à un taux de démographie, un taux… Alors, très bonne question. Les chiffres que je vous donne ce soir ne sont pas du tout liés en aucune manière à une vague d'alia quelconque qui pourrait transformer les flux d'arrivée ou changement les chiffres. Les chiffres sont aujourd'hui fondés, les nombres sont aujourd'hui fondés, sur les données actuelles et sur la perspective qui est développée par les démographes comme entre autres de la Pergola, qui est un des plus grands démographes israéliens, qui travaille entre autres pour l'agent juif. S'il y a une vague d'alia, alors si on parle de l'alia un instant, il y a aujourd'hui en Europe de l'Ouest, France, Angleterre, Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Grande-Bretagne, aux alentours d'1,5 million de juifs. Il y a encore à peu près en Europe de l'Est, surtout en Hongrie, aux alentours de entre 150 et 200 000 juifs, et une population juive en Russie et en Ukraine qui reste toujours difficilement quantifiable parce que, je rentre encore dans les problématiques qui est juif, qui n'est pas juif et le droit de l'alia, il y a un réservoir qui quand même vient à s'atténuer, mais qui est aux alentours entre 200 et 500 000 personnes qui ont le droit de faire leur alia selon la loi du retour actuellement. Donc, je ne parle pas donc de cette population-là. Si demain il advenait qu'il y ait une vague d'alia, ça changerait les choses, mais ça ne changerait pas les choses de manière dramatique. Ce qui changerait les choses, ce serait une transformation interne au niveau de la population israélienne. Il faut savoir que la population arabe israélienne est relativement stable et ne monte pas. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où la population arabe israélienne montait de manière assez sérieuse, mais la société israélienne, la culture israélienne, je dirais l'israélisation de la société arabe a fait que les Arabes ont baissé dans leur taux de fécondité. Les femmes arabes font moins d'enfants qu'auparavant, même s'il y a toujours une influence islamique. Là où il y a un taux de fécondité très important, qui reste très important, c'est le taux de fécondité dans la communauté charédite, orthodoxe. J'ai les chiffres, par exemple. Pour les juifs orthodoxes, le taux de fécondité est de 7,1%. Chez les juifs observants, c'est 4%. Chez les musulmans, c'est 3,4%. Et chez les juifs dits séculaires, non observants, c'est 2,2%. Ça veut dire que de manière générale, l'influence et le poids démographique de la population orthodoxe va aller en grandissant. D'autres chiffres. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, 19% des élèves dans toutes les classes d'Israël, entre 0 et 14 ans, font partie de la communauté orthodoxe. En 2060, selon les prospectives, 49% des élèves, des enfants entre 0 et 14 ans feront partie de la communauté orthodoxe. 15% de la population des élèves entre 0 et 14 ans feront partie de la communauté arabe et 35% des enfants entre 0 et 14 ans
feront partie de la société, on va dire, non orthodoxe et non arabe d'Israël. Ce qui veut dire que de manière générale, s'inscrit aujourd'hui dans l'État d'Israël un changement sociétal, politique également, culturel, qui va effectivement avoir un impact très important sur Israël de demain, encore une fois, sans prendre en considération, Stéphane et chers amis, le fait qu'il y ait demain une alia de masse provenant, par exemple, de France ou des États-Unis, qui pourrait changer cette couleur démographico-politique d'Israël. Mais ce qui est intéressant de signaler, c'est que ce n'est pas donc l'équilibre juif-non juif qui est altéré en profondeur, c'est l'équilibre entre les communautés orthodoxes, non orthodoxes juives et les Arabes. Et nous voyons dès aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, et je fais ici une espèce d'ouverture, alors qu'il y a une difficulté pour construire une coalition politique, une coalition à la Knesset. Vous savez tous, n'est-ce pas, ce qui est en Israël et ce qui est en France. Actuellement, il n'y a pas de gouvernement malgré les élections qui ont eu lieu. Et nous voyons le poids très important de la communauté arabe israélienne qui commence non pas seulement à voter pour leurs propres délégués, ce qui n'est pas nouveau, mais également à vouloir être intégrés politiquement dans le jeu politique israélien. Et d'autre part, si demain, il y a 35%, 38% de la population orthodoxe qui, eux, votent à 100% pratiquement pour des partis orthodoxes, il y aurait effectivement une influence de plus en plus importante, politiquement parlant, du poids politique, je dis bien, de la communauté orthodoxe dans l'État d'Israël de 2048. Nous avons déjà quelques exemples. Prenons l'exemple de Haïfa, de Nofia, enfin, de Nof Galil, que maintenant anciennement Nazrat, Nazareth, ou d'autres villes où une forte population arabe a complètement intégré des institutions, je dirais, israéliennes et aujourd'hui sont dans les conseils municipaux, pour dire clairement les choses. Tout à fait. Il y a aujourd'hui véritablement un communautarisme qui vient de plus en plus remplacer une cohésion nationale, une union. D'ailleurs, selon certains articles qui actuellement paraissent dans la presse internationale, qui s'occupent de l'économie, du développement, il y a du côté de l'OCDE, du côté de chercheurs qui s'occupent, qui regardent Israël, non pas avec des yeux au niveau politique, mais au niveau social et économique. Il y a une inquiétude, non pas pour l'avenir d'Israël, évidemment que non, mais il y a une inquiétude quant à la cohésion de l'État d'Israël dans ses différentes actions. Et on voit par exemple des grandes disparités au niveau éducation, au niveau de l'intégration dans le marché du travail. Et nous voyons des différenciations importantes, par exemple, entre les non-orthodoxes et les non-arabes. Les communautés orthodoxes et les communautés arabes israéliennes sont en moyenne non pas moins intelligentes, bien sûr que non, mais beaucoup moins intégrées dans le système éducatif général qui donne ensuite une formation, je dirais, une formation adaptée au marché du travail. Et donc, le poids économique et le poids financier de la société israélienne pour ceux qui travaillent moins ou qui ne travaillent pas repose de plus en plus, et va reposer de plus en plus sur une minorité productrice et agissante qui est d'ailleurs, au niveau politique, de vous à moi, de droite comme de gauche. On va avoir ceux qui sont ce qu'on appelle les sionistes religieux, on va aussi avoir les gens de gauche, les gens de droite, mais qui sont en dehors des communautés orthodoxes et des communautés et de la communauté arabe. Je vous donne les chiffres exactement, si vous me permettez. Alors aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui aux alentours de 64-63% de la population israélienne qui est on va dire, dans le mainstream, n'est-ce pas? 11% qui sont orthodoxes et 21% de la communauté arabe. En 2065, 19% de la population générale israélienne, donc un peu moins qu'aujourd'hui, sera de la communauté arabe,
Par contre, de 11%, la communauté va passer à 32% pour la communauté orthodoxe. Et la communauté mainstream va passer de 68%, 64% aujourd'hui, pardon, à 48%. Et ces développements, encore une fois, sont intéressants parce qu'ils vont obliger l'État d'Israël, au niveau politique, au niveau du ministère de du ministère de l'Éducation, à préparer des plans pour intégrer, pour faciliter l'intégration sociale, mais également surtout dans l'éducation, dans le système de formation, pour que les gens de ces autres communautés ne soient pas en dehors du système économique et social et soient effectivement pris en charge, non pas en tant que personnes qui ont besoin qu'on les aide, mais en tant que personnes qui peuvent et doivent s'intégrer, entre autres, au marché du travail. Aujourd'hui, par exemple, très nombreuses femmes, plus que d'hommes, dans la société charédite orthodoxe, travaillent. Beaucoup d'hommes étudient et il y aura un besoin de formation pour ne pas toucher l'ADN de ces communautés qui ont le droit de vivre selon leur manière, mais qui ne pourront pas, si vous voulez, continuer parce que le poids économique va être tellement élevé pour le reste de la société qu'il va y avoir des disparités et un appauvrissement de la société israélienne. Et là, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, Stéphane, c'est que depuis 2003, n'est-ce pas, en moyenne, le taux de croissance d'Israël est entre 4 et 5% par an. C'est-à-dire que nous sommes à un taux de croissance très élevé. Aujourd'hui, c'est vrai que le Covid nous a un petit peu remis en arrière. Là, les derniers chiffres que j'ai eus il y a 2 jours nous donnent un retour, un niveau de vie aujourd'hui, en sortant à peine du Covid, de 2017. Mais très rapidement, nous allons revenir à un taux de chômage connu, qui est un taux de chômage parmi les plus faibles de l'OCDE, et à un taux de croissance qui aujourd'hui, je crois, d'après les différents calculs, va revenir à 4%. Le FMI donne une perspective de croissance de 5% pour 5%, cette année. D'accord. Voilà. Okay. Donc, voilà. Nous sommes quand même dans une phase très croissante quand on sait que certains pays, surtout en Europe, sont plutôt dans une phase de décroissance. Total. D'ailleurs, la France et d'autres États aujourd'hui ont des perspectives de croissance zéro, voire négative. Les seuls pays qui sont sortis positivement de ce Covid, je parle de 2020, sont la Chine et l'Inde, qui ont été des usines gigantesques pour tout le monde qui a été bloqué et qui ont réussi à conserver des croissances aux alentours de 6-7%, alors que la majorité des autres États sont tombés dans des croissances zéro, voire négatives. Olivier, nous avons parlé de population active, de population moins active. Ce qui est sûr, avec une population de 18 millions d'habitants, pas tout le monde va pouvoir aller habiter du côté de Tel Aviv, pas tout le monde va pouvoir aller habiter du côté de Haïfa, de Beersheba ou de Jérusalem. Donc toute la question qui va se poser, c'est la question de l'aménagement du territoire du pays. Or, si on se réfère à ce qui a commencé à se faire, dans le fond, l'aménagement du territoire en Israël, il est un petit peu différent de ce que certains peuvent connaître en Europe. En Europe, en général, l'aménagement du territoire se fait par rapport aux zones où il y a une forte densité d'entreprises, donc il y a un push, je dirais, économique. Or, en Israël, dans le fond, on veut toujours réaliser le grand rêve de Ben Gurion, c'est vouloir aménager aussi le Negev. Et je suis persuadé que la grande majorité d'entre vous est venue en Israël, malheureusement peut-être pas cette année avec le Covid, mais en tout cas dans les années précédentes, et vous avez vu le développement des routes, mais en parallèle, vous avez pu voir aussi le développement du ferroviaire. Et il s'avère qu'aujourd'hui, en Israël, nous avons un aménagement du territoire qui se fait en lien avec justement le développement du ferroviaire. Et pour vous donner quelques petits exemples, il y a énormément d'entreprises qui faisaient du R&D, de la recherche et développement, qui se situaient d'abord à Tel Aviv, qui sont d'abord partis grâce au train du côté de Haïfa, du côté de Binyamina, pour ceux qui connaissent, le long de la côte, parce que justement le train arrivait. Aujourd'hui, on a énormément d'entreprises de haute technologie qui se sont déconcentrées du côté d'Afula. Premièrement, parce qu'il y a le train, et donc en moins d'une heure, un peu plus d'une heure, on arrive sur Tel Aviv. Deuxièmement, parce que les terrains sont moins chers. Et troisièmement, ça permet aussi de développer une économie extérieure à Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa. Et donc, nous sommes dans une phase aussi de réflexion où, je dirais, l'idée est de ne pas concentrer toute une richesse dans certains pôles, mais de pouvoir le diffuser sur l'ensemble du territoire grâce au ferroviaire. D'ailleurs, on peut aussi le remarquer au sein des grandes villes
comme Jérusalem, mais surtout Tel Aviv, où il y a tout doucement aussi un autre train, un tramway qui va passer, qui va partir des villes de banlieue, justement pour passer dans les zones industrielles, pour pouvoir donc donner la possibilité à avoir une sorte d'éparpillement et de cartographie générale où justement les pôles économiques et les pôles de richesse ne soient pas concentrés aux mêmes endroits. Donc aujourd'hui, il y a des organismes qui commencent à développer ce genre de pensée. L'État d'Israël avait pris ça en compte il y a quelques années et je pense que la question de l'aménagement du territoire sera une question cruciale dans le cadre du futur Israël en pouvant englober toute cette nouvelle population, en pouvant englober 18 millions de nouveaux citoyens. Alors, tout à fait. Alors, d'abord, je voudrais quand même vous parler d'une organisation qui s'appelle le Mouvement OR, OR, qui veut dire lumière, évidemment, pour ceux qui connaissent. C'est un mouvement qui a débuté il y a déjà quelques années avec des jeunes, avec des entrepreneurs, avec des hommes de la high-tech, avec des financiers de très haut niveau israéliens. Et ils se cassent la tête pour en fait construire l'Israël de demain. Évidemment, il y a beaucoup d'impondérables. Vous savez qu'Israël a des grosses difficultés pour des raisons sécuritaires et géopolitiques à véritablement pouvoir construire un plan quinquennal ou un plan sur 7 ans, un plan sur 10 ans. Mais il y a quand même des perspectives pour l'avenir parce que si aujourd'hui nous ne pensons pas à demain, eh bien demain, ça sera trop tard. Et donc, il faut absolument se préparer à construire un Israël ultra moderne, surtout ultra adapté à demain. Alors, je vais vous montrer une carte, après je vous en parlerai un peu. Cette carte que je vous montre maintenant, elle n'est pas très connue. Attendez, voilà. Elle n'est pas très connue parce qu'elle provient d'un centre de recherche et de réflexion où en fait, on réfléchit en fait comment demain construire Israël. Alors, la première chose, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est élaborer une politique urbaine et de développement économique et de l'éducation au-delà de Tel Aviv et de la région de Goujdan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et de manière simpliste, vous demandez à quelqu'un, vous voulez habiter où? Il va vous dire Tel Aviv. Il habite Paris, il dit, je voudrais partir à Tel Aviv. Vous demandez à un jeune de Jérusalem ou de Sderot ou du Nord, où est-ce qu'il veut aller? Il veut aller à Tel Aviv. C'est-à-dire que Tel Aviv est, pas par hasard, l'épicentre, pas seulement pour boire des cafés et s'amuser quand on est jeune, mais c'est également le véritable centre financier et le poumon économique et financier d'Israël. Et lorsque Tel Aviv s'agrandit, il s'agrandit autour de Tel Aviv. C'est-à-dire qu'on a Bnei Brak, la région pareille, c'est un énorme Manhattan avec Ramat Gan, mais on a encore du mal à voir d'autres Tel Aviv qui se développent dans d'autres parties de l'État d'Israël. Et ce plan-là, aujourd'hui, veut, en fait, non pas seulement créer des villes champignons, comme c'était le cas pour ceux qui connaissent un petit peu Petah Tikva, par exemple, ou Holon, qui sont des villes dortoirs. Encore une fois, j'excuse du terme, mais relativement villes dortoirs pour des gens qui travaillent et qui sont actifs à Tel Aviv. Là, l'idée, c'est de construire des centres universitaires, des centres de recherche dans des villes qui aujourd'hui ne sont pas des villes du tout adaptées à cela. C'est dans des villes juives, mais également dans des villes arabes. Parce qu'il y a aussi une problématique de savoir, on peut faire abstraction aujourd'hui des 2 millions d'Arabes israéliens. Demain, ils seront 4,5 millions en Israël. Je parle demain, c'est dans les 30 ans à venir. Et ils sont dans des villages et dans des petites villes. Et quand on augmente de population et qu'on construit seulement des pavillons ou des bâtiments qui ont un seul étage, bien, on élargit la région. Et ceux qui connaissent un petit peu les villes et les villages arabes en Israël et qui passent 1 an, 5 ans, 10 ans après, se rendent compte que le village a grandi. Ça crée aussi ce qu'on appelle de la construction illégale et des terres qui ne sont absolument pas structurées et pas établies. Donc le plan israélien pour les 30 prochaines années prend en considération la population juive israélienne, mais également la population arabe israélienne. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, il y a une idée de créer aux alentours de Rahat, qui est une grande ville, la première ville bédouine au nord de Beersheva, qui est une ville aujourd'hui d'un état catastrophique, je vous le dis, et de créer un centre d'études technologiques de haute technologie pour le secteur arabe, pour, si vous voulez,
non pas seulement faire qu'il y a un gigantesque bidonville, comme c'est le cas aujourd'hui, au nord de Beersheba, mais qu'il y ait aussi un apport de population de qualité dans le secteur arabe qui va quelque part un petit peu rééquilibrer la situation sociale, la situation également de criminalité dans cette région-là. Il y a le fait également de vouloir créer des centres de recherche et de développement dans les villes de Arad, de Beersheba, de Dimona, de Mitzpe-Ramon, et de créer une nouvelle ville, la ville du futur, qui se trouverait, c'est un plan, qui se trouverait entre Mitzpe-Ramon et Elat. Et là, je vais vous la montrer sur cette petite carte que j'ai ici. Voilà, la ville du futur, ce serait ici. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment ces villes-là, tout d'un coup, pourront attirer des populations? D'abord, comme l'a dit tout à l'heure Zev, qui est aussi un spécialiste de tout ce qui est transport public et surtout transport ferroviaire, nous sommes aujourd'hui dans des projets que vous commencez à voir un peu partout sortir de la terre, des projets de ce qu'on appelle en hébreu Rakevet Akala, des tramways, des métros. Une partie est sur terre, une partie sera souterraine. On est en train également peut-être de mettre en place un plan qui vient du patron de Tesla, j'ai oublié son nom actuellement, le génie de la science, qui est en train de proposer à Israël un moyen de transport unique au monde, qui sera un pilot en Israël, entre Tel Aviv et Eilat, pour arriver entre Tel Aviv et Eilat en une demi-heure de temps avec un nouveau type de transport. Alors, ça peut faire comme ça rêver ou paraître incroyable. Israël aujourd'hui, avec le high-tech et avec des entrées en force, je dirais, de visionnaires surtout américains, veulent mettre en place ici des éléments pilotes parce que nous sommes ouverts. Et quelque part, de manière incroyable, de manière paradoxale, de manière, pour moi, extraordinaire, nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, à une espèce de croisée des chemins. On va parler un instant du politique et du militaire, mais j'enlève pour l'instant le militaire et le sécuritaire. L'État d'Israël aujourd'hui est quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est une voiture de course, de Formule 1, n'est-ce pas? On a un moteur extraordinaire, on a des pilotes formidables, mais on n'a pas encore le circuit. Alors qu'on est en train de rouler à très vive allure, mais on ne sait pas encore tellement quand sera le prochain virage et où est-ce qu'on va aller avec ce circuit. Mais ce qui est certain, c'est que le développement de la jeunesse, le high-tech, le fait qu'il y a des investissements gigantesques, il y a entre 23 et 50 sociétés israéliennes qui ont été rachetées pour plus de 35 milliards de dollars dans les dernières années par des sociétés américaines qui font des joint ventures avec des sociétés israéliennes, comprennent qu'il y a ici un véritable un terreau fertile d'intelligence, d'abord d'intelligence humaine, grâce à l'éducation encore une fois, et surtout, une volonté israélienne de tenter, parce qu'il y a un petit territoire, parce qu'il y a des distances relativement petites, si on compare avec des grands pays américains ou en Europe, on peut ici tenter des expériences dans le domaine du transport, dans le domaine de la high-tech, qui permettent de voir des résultats relativement rapidement. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse par rapport aux investissements et investisseurs étrangers qui veulent participer au développement d'Israël. Nous avons en Israël aujourd'hui 2 grands pays qui veulent et qui participent à cette mise en place de programmes de très grande envergure, évidemment, avec des Israéliens aussi. C'est la Chine et les USA. Et on a actuellement en Israël un problème à faire entrer, comme les Chinois le voudraient, la Chine dans de tels projets. Parce que les Américains s'y opposent. Donc nous devons, dans ce développement à longue échelle, dans les 30 prochaines années, nous ne pouvons pas faire entrer n'importe qui, n'importe comment, dans des développements économico-industrialo de transport, entre autres, ou de construction de nouvelles villes, de manière, je dirais, anarchique ou sans contrôle. Les Chinois, aujourd'hui, par exemple, construisent le port de Haïfa et construisent le métro, enfin le tramway de Tel Aviv. Ils sont également dans d'autres projets sensibles. Les Américains n'aiment pas cela. Et nous devons, nous aussi, dans ce grand développement,
ce grand plan pour les 30 prochaines années, bien vérifier également avec qui nous travaillons. Attendez, je voudrais juste vous ajouter un point. Oui, je vous ai dit, en 2017, par exemple, il y a eu, juste pour 2017, 23 milliards de dollars qui sont rentrés en Israël par la vente de différentes sociétés de high-tech à des groupes américains, entre autres. Et je n'ai pas les chiffres de 2018 ni 2019, mais nous sommes parmi les premiers pays au monde par capita pour les exits, donc les ventes de high-tech et également les joint ventures avec d'autres États. Les pays aujourd'hui avec lesquels nous avons signé des accords, je parle des Émirats arabes unis, de Bahreïn, et en fond de tout cela, même s'il n'y a pas encore d'accord officiel, l'Arabie saoudite regarde les développements et les plans israéliens de manière extrêmement sérieuse. Eux, évidemment, ont de l'argent et ont des moyens, eux aussi font beaucoup de choses, mais eux pensent à demain, à l'époque de l'après-pétrole. Et on ne parle pas ici de comment construire une maison, construire une tour. Pour ça, ils sont très bons. D'ailleurs, ils ont des exemples bien meilleurs que chez nous. Mais par exemple, ils regardent chez nous tout ce qui est transport, tout ce qui est gestion de l'eau, tout ce qui est gestion de l'eau pour des populations qui augmentent et également autonomie alimentaire. Pour ce qui est de l'eau, juste une parenthèse très courte, je ne pourrai pas le traiter ce soir, mais malgré le fait que nous avons en Israël, à part le lac de Tibériade, qu'on appelle le Movil à Artsis, ce canal qu'on a creusé dans les années 50-60 pour apporter de l'eau à l'agriculture israélienne, et que nous avons un magnifique Nahar Yarden, le Jourdain, et quelques réservoirs importants, fondamentaux du KKL, Israël est très pauvre en eau. Mais malgré cela, et grâce aussi au génie israélien de la technologie, nous sommes aujourd'hui autonomes et indépendants grâce au processus de désalinisation de l'eau de mer qui fait qu'aujourd'hui Israël est parmi les premiers pays au monde pour ce processus. Il y a deux processus dans ce domaine-là pour désaliniser l'eau de mer et également des processus qui sont également vendus et proposés à des amis, à des pays amis qui regardent ces processus-là comme la réponse technique et technologique à la gestion de l'eau, au manque d'eau et au fait qu'en fait, avec l'eau de mer, eh bien, il n'y aura jamais plus de pénurie de l'eau. Je ne parle pas non plus des réserves gaz et hydrocarbures en Méditerranée qui également ont radicalement transformé tout ce qui est approvisionnement en hydrocarbures pour l'industrie israélienne, même si nous, aujourd'hui, nous devons également faire très attention aux lois des énergies renouvelables et également à la gestion de la pollution pour éviter, comme dans d'autres pays, le réchauffement climatique. Il est vrai, pour aller dans votre sens, c'est vrai que les questions du développement durable vont aussi apporter un certain apport au niveau du développement économique. Et dans le fond, ça va faire la jonction avec le prochain sujet qui était l'économie et le social. Mais simplement, je voudrais rappeler quelque chose pour aller dans votre sens. Les entreprises technologiques israéliennes ont levé un montant record de 9,3 milliards de dollars auprès des investisseurs en 2020 et ont connu donc un premier trimestre 2021 record, donc malgré le corona. Donc nous allons passer à un sujet qui est en lien avec ce premier sujet, c'est cette vision économique et sociale d'Israël. Vous avez rappelé, Olivier, quelques chiffres. Le chômage en Israël en 2017 était de 7,3. Juste avant que le Covid arrive en 2020, il était tombé à 4%. Nous avons une poussée, évidemment, au moment du Covid jusqu'à 21%. Et aujourd'hui, ce chômage commence pas, il recule d'une façon relativement rapide. Comme on le disait, le FMI donne une perspective de croissance de 5% pour Israël cette année. Parallèlement, nous avons aussi une certaine montée de la précarité. Nous avons un coût de la vie qui est lourd, qui est cher. Nous avons des logements aussi qui sont chers. Comment Israël va gérer ces défis économiques en réduisant au mieux les inégalités sociales et économiques qui existent de plus en plus malheureusement?
Alors, le sujet est très important C'est vaste. et vaste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et en Israël, il y a des choses magnifiques, extraordinaires, mais également des problématiques très graves au niveau social, au niveau économique, une précarité, une pauvreté, que ce soit dans le secteur de la communauté orthodoxe, également chez les Israéliens de tous bords, de toute région. La vie coûte cher en Israël. Et la question qui peut se poser, est-ce qu'avec plus d'habitants demain, hein, je rappelle encore une fois le chiffre, aux alentours de 18 millions d'Israéliens en 2050, avec un pays qui va être de plus en plus urbanisé, avec une high-tech de plus en plus présente, est-ce qu'il n'y aura pas des laissés pour compte au niveau social? Je vous rappelle que l'État d'Israël est l'État juif. L'État pour les Juifs, c'est pour ça qu'il a été mis en place, hein, pour un peuple juif qui a besoin d'une terre et d'un pays. Et on ne peut pas se permettre de laisser pour compte et d'oublier la population et de penser qu'au développement et qu'aux riches. Alors, je vais vous donner quelques exemples quand même de choses qui sont actuellement la vérité israélienne, la réalité israélienne. Dans les pays de l'OCDE, en moyenne, il faut 99 salaires pour acheter un appartement. En Israël, la moyenne est de 232 salaires pour acheter un appartement. Donc c'est plus du double. Et encore une fois, ça peut être encore beaucoup plus si on cherche des zones plus attrayantes. Les Israéliens ont du mal, et je dis ont du mal, ont beaucoup de mal à épargner. L'épargne est faible. L'épargne est faible, elle est 2 fois moins forte que dans les pays de l'OCDE, et l'épargne est l'élément principal pour les réinvestissements et pour le développement. Il y a également une inégalité parmi les différentes populations. Pas tous les Israéliens sont égaux devant les possibilités de travail, les possibilités de gagner bien sa vie, de s'enrichir tout simplement. Au niveau maintenant de la qualité de la vie, parce qu'il faut aussi, dans un pays, pas seulement travailler et habiter, il faut aussi respirer de l'air pur. Et voilà, lorsqu'on vit en ville, la moyenne pour le CDE est de 773 voitures par kilomètre. En Israël, elle est près de 3000 voitures par kilomètre. Des voitures qui dégagent, évidemment, qui polluent par des sorties d'hydrocarbures et qui, évidemment, ne rendent pas la vie des Israéliens plus agréable avec autant de haute pollution, surtout dans des zones extrêmement urbanisées. Ce qui veut dire que dans l'avenir, il va falloir penser à des moyens de transport pour une population qui va en s'accroissant dans des régions urbaines et sururbanisées qui vont moins polluer. Donc la pollution et la qualité de la vie va devenir un élément de plus en plus important dans le quotidien des Israéliens, même si pendant pas mal de temps, on a un petit peu laissé de côté cet élément-là. L'Israélien est relativement quelqu'un qui ne se préoccupe pas trop quelque part de comment on vit, et comment ça se passe. Et je vous rappelle, lorsque il y a des fêtes et que après les fêtes, les parcs nationaux sont laissés après les barbecues et après les kumsitz, avec beaucoup de détritus, il n'y a pas toujours le respect nécessaire. Et c'est une culture qu'il va falloir améliorer pour l'avenir d'Israël, pour l'avenir de nos enfants. Maintenant, à votre question, Stéphane, quels sont les éléments aujourd'hui qui peuvent réduire la précarité ou qui doivent réduire la précarité? Alors, selon les études, encore une fois, de différents instituts de recherche en Israël, également au sein de l'OCDE, en 2050, le standard de vie des Israéliens augmentera en moyenne seulement de 15%. Ça veut dire que si on parle d'un doublement de la population, n'est-ce pas, par rapport à aujourd'hui, si on parle de développement incroyable dans des domaines multiples, on voit qu'il y a ici un écueil, un problème dans l'amélioration du quotidien de la vie des Israéliens. Et encore une fois, actuellement, voilà les éléments importants pour améliorer le quotidien le nôtre et celui de nos enfants et demain de nos petits-enfants. D'abord, il faut savoir donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Zev, il va falloir travailler beaucoup dans l'infrastructure. Tout ce qui est infrastructure, moyens de locomotion, moyens de transport, investir également pour
améliorer la productivité. La productivité israélienne est relativement faible. Et c'est dû à un vieillissement, parfois pas toujours à une bonne gestion du matériel ou des équipements. Il va falloir donc investir dans un pays qui va avoir donc d'ici moins de 30 ans, qui aura 100 ans. Hein. Israël aura bientôt 100 ans, enfin pas bientôt, mais d'ici 27 ans, c'est pas beaucoup. Et il va falloir un petit peu remettre ça à nouveau. Le deuxième élément extrêmement important, et à mon avis personnel, qui est peut-être le numéro un, c'est améliorer les résultats de l'éducation scolaire. C'est-à-dire qu'il y a ici en Israël aujourd'hui des gens géniaux, un esprit incroyablement curieux. Il y a un génie juif que nous connaissons tous, historiquement parlant. Il y a également une capacité d'étudier, que ce soit dans le secteur orthodoxe, le secteur général, également au sein de la société arabe israélienne. On le voit dans le nombre de médecins, nombre de pharmaciens, de scientifiques également. Mais il y a des écarts trop importants, beaucoup trop importants, entre par exemple les étudiants arabes israéliens, les étudiants orthodoxes, et les étudiants des villes et les étudiants de ce qu'on appelle de la périphérie. Sans une réduction majeure de ces gaps, de ces fossés entre villes, entre communautés, nous payons un prix très lourd, un prix où nous continuons à entretenir un appauvrissement de certaines communautés, importantes en nombre, qui doit être aidé et payé par ceux qui travaillent plus et qui gagnent plus et qui sont mieux éduqués. Donc, pour que les mieux éduqués ne passent pas X pourcentage de leur income, de leurs ressources financières à aider ceux qui n'ont pas, il va falloir que ceux qui n'ont pas aient plus. Et pour qu'ils aient plus, il faut adapter des systèmes d'éducation, de formation d'adultes, par exemple, au marché de l'emploi. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai une amie ici en Israël, d'origine française, qui est mariée à un Israélien. Ils ont ouvert, ce n'est pas les seuls, mais ils ont ouvert un centre de formation pour jeunes adultes, ou pour adultes d'ailleurs, pas seulement jeunes, pour adultes, pour devenir des développeurs en informatique. Des formations qui durent, je crois, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, c'est très rapide, extrêmement intensif. Donc, il n'y a pas du tout ici d'éléments intellectuels, il y a ici une volonté de former des gens au métier d'aujourd'hui, de ne pas laisser des gens dans la précarité ou dans une incapacité à pouvoir être productif. Je parle ici de productivité. Il faut également, numéro 3, il va falloir également renforcer le système fiscal et le système du pouvoir local des villes et des villages. Israël a un système, vous l'avez peut-être vu, extrêmement centralisé. Et cette centralisation à outrance pose des problèmes dans le développement des villes, des villages, ce qu'on appelle de la périphérie. Si vous ne donnez pas des prérogatives, des moyens de développement, des moyens de budget aux maires ou aux différents conseillers régionaux, aux conseillers municipaux, eh bien, il faut qu'ils attendent le temps d'attendre les décisions, puis les budgets qui arrivent du centre. Ça prend du temps et entre-temps, l'appauvrissement continue ou le non-développement se fait. Véritable politique de décentralisation. Oui, mais qui pour l'instant est très très faible. On a du mal en Israël à donner du pouvoir aux maires et aux conseillers régionaux. C'est une difficulté. Je vous donne juste un exemple pour ceux qui sont israéliens, dans ceux qui nous écoutent. Il y a également des gens de France, d'autre part. Vous savez, en Israël, on a ce Teudat Zehut, ce Mispar Teudat Zehut, ce numéro d'identité israélien. Quand vous l'avez, vous le donnez, il est partout. Il est centralisé partout. C'est-à-dire que il est pas seulement votre numéro, il est votre vie, il est votre carnet de santé, il est votre école, il est votre mariage, il est tout. C'est-à-dire que tout est centralisé. Alors, pour des raisons sécuritaires, c'est formidable. Pour des raisons humaines, personnelles, on aurait envie parfois d'avoir la possibilité d'avoir affaire à autre chose pour pouvoir également avoir d'autres moyens d'approche dans plusieurs domaines. Un élément également qu'il va falloir améliorer, mais de manière drastique, et on a eu malheureusement l'exemple la semaine dernière, lorsqu'un jeune de 26 ans, ancien Golani, traumatisé par la guerre, s'est immolé par le feu devant le centre d'aide aux handicapés de l'armée à Tel Aviv. Maintenant, il est toujours entre la vie et la mort, et maintenant il y a tout d'un coup des commissions qui se mettent en place, tardivement malheureusement, pour s'occuper de comment aider ces gens-là. Malheureusement, en Israël, il y a
pas seulement de la pauvreté, il y a un manque d'aide sociale de manière drastique, je dis bien, à des populations importantes qui ont besoin de cet argent, non pas pour s'amuser, mais pour survivre. Si je vous donne par exemple le chiffre de 2200 shekels, qui est l'équivalent à peu près de 500 euros, qui est, je crois, plus ou moins le chiffre que la somme d'argent que l'on donne à un handicapé grave en Israël pour vivre. Avec ça, on ne peut pas vivre. Et je ne vous donne pas d'autres chiffres où, avec un pays qui aujourd'hui est à la pointe de pas mal de domaines et qui a de l'argent, il y a de l'argent en Israël. Le problème, c'est que les priorités financières ne vont pas aux populations qui souffrent, aux populations qui en ont besoin. Et au-delà même de l'élément humanitaire, de l'élément humain qui pour moi est fondamental, il est également un élément important parce que des gens qui souffrent, des gens qui ne produisent pas, des gens qui en plus n'ont pas d'argent, deviennent en plus de ce qu'ils sont pour eux-mêmes dans une précarité terrible, un fardeau en plus. C'est-à-dire que ces inégalités qui aujourd'hui explosent aux yeux de tous, tout à l'heure je marchais moi-même avec une amie sur Dizengoff, qui était en pleine ébullition. On voit les travaux pour le tramway, c'est formidable. On voit toute cette jeunesse qui boit, qui mange, qui revient avec du travail, qui va au travail. Et puis, il y avait un homme par terre qui peut-être, je ne sais pas, peut-être mourant. Je me suis approché de lui, il ne bougeait pas, moi comme d'autres. Mais on a en Israël une pauvreté et surtout un laisser-faire qui est pour nous inadmissible. Et cette chose-là que nous voyons dans les rues de Tel Aviv, de Jérusalem, en périphérie, que nous voyons également devant le Dizengoff Center, ceux qui vont à Tel Aviv, ils rentrent dans des magasins pour acheter des choses merveilleuses, mais devant, il y a des homelessim. Et ces homelessim, ils ne viennent pas ni du Kosovo, ni de Roumanie. Ils peuvent être des anciens de l'armée qui ont fait des post-traumas, ils peuvent être nos frères, ils peuvent être nos pères, ils peuvent être nous. Et Israël doit absolument, encore une fois, peu importe les directions politiques, droite ou gauche ou centre, c'est aucune importance, Israël doit absolument mettre le paquet pour le futur, parce que le futur va être de plus en plus dur. Je vous ai dit qu'il va y avoir une sururbanisation, une surtechnologisation du pays, donc il y aura automatiquement des laissés pour compte. Et ces laissés pour compte, il va falloir qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Le cinquième point, simplifier le système de taxes et réduire encore une fois, les distorsions économiques. Je n'entre pas trop dans les détails, mais par exemple, ceux qui gagnent beaucoup doivent payer plus de taxes que ceux qui gagnent moins. Aujourd'hui, le système de taxation israélien ne fait pas trop la différence entre des ultra-milliardaires et des gens qui sont des entrepreneurs ou des PME à la française, qui payent également des très grosses charges, pas du tout en relation avec ce qu'ils gagnent par rapport à d'autres qui gagnent de manière gigantesque. À ce niveau-là, il y a différentes visions. La vision capitaliste dure qui dit si on gagne et qu'on fait gagner, donc il ne faut pas trop payer de taxes pour faire qu'il y aura plus d'employés. Mais entre-temps, il y a un lourd prix à payer pour les entrepreneurs, les PME et d'autres qui ont, d'ailleurs, des milliers ont dû fermer leurs boutiques durant le Covid. Le dernier point pour améliorer la situation générale, également au niveau social et sociétal, c'est améliorer l'environnement, l'air qu'on respire, être plus attentionné à tout ça, parce que ceci a également un effet à moyen et à long terme sur l'état général social, médical, sanitaire de la population. Alors, Olivier, dans le fond, vous faites un lien naturel avec la question politique et le politique, puisque c'est quand même le politique qui, normalement, prend les décisions sur l'avenir de notre pays. On va parler un petit peu d'actualité pour le peu de temps qui nous reste. Oui, très peu de temps. Voilà. Bon, on est en phase de constitution ou pas d'un gouvernement. Cela est assez complexe. Comment vous, Olivier, vous voyez l'avenir institutionnel d'Israël avec l'émergence, d'une part, d'un parti comme RAM, qui est un parti islamiste, dans la constitution de ce futur gouvernement? Est-ce que cela est un apéritif ou un changement beaucoup plus profond par rapport à tout ce que l'on s'est dit sur justement les populations qui changent?
La question, comme vous le savez, on en parle vous et moi souvent, bien avant cette rencontre ce soir. Il y a aujourd'hui en Israël, et là je vais un petit peu donner mon avis, il y a aujourd'hui en Israël il se passe actuellement une sorte de révolution. En tout cas, une révolution au sein de la communauté arabe israélienne qui, de droite comme de gauche, a été cachérisée politiquement et par Netanyahou et par la gauche aussi, bien avant, mais surtout par Netanyahou maintenant, en disant qu'on peut faire une coalition s'il y a besoin. C'est pas qu'on veut le faire, mais s'il y a besoin de le faire, on le fait également avec des partis arabes, même des partis arabes non sionistes, même un parti arabe non sioniste islamiste. Et ça, c'est aujourd'hui une chose qui est en place. Parce que la réalité du système politique israélien est une réalité qui pose un problème, à mon avis, existentiel à Israël en tant qu'État juif et démocratique. Et si la situation ne change pas, si on ne doit pas commencer à devoir élire, comme dans d'autres pays, le Premier ministre au suffrage universel, sans qu'il y ait une partition de partis, de mini-partis qui vont faire la pluie et le beau temps et impliquer en fait même leur poids minime dans le choix d'un homme qui ne sera pas le choix de la majorité de la population, on peut arriver à des absurdités et des choses très dangereuses. Le fait qu'aujourd'hui un parti comme RAM, qui a 4 députés, parti islamiste, c'est un parti qui en France ne pourrait pas participer aux élections. Il serait inconstitutionnel. Et là, il fait partie du système israélien. Et ce parti-là, islamiste, RAM, joue le rôle d'un parti politique comme tous les autres partis. Et pour avoir plus de choses, eh bien, il fait des pressions, il fait du chantage, il rentre dans le jeu à 100%. Alors d'un côté, il est antisioniste, d'un côté, il rêve de la fin d'un État d'Israël, mais entre-temps, il joue le rôle des lois israéliennes pour avoir le maximum d'avantages. Et ceci, encore une fois, nous voyons, remet en question, pas le système lui-même, mais remet en question, si vous voulez, l'idée avec un grand I de l'État d'Israël. Prenons quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute ce soir, par exemple, qui fait son alia demain. Un juif de France, sioniste, qui fait son alia demain, et qui se rend compte qu'en fait, celui qui va décider du gouvernement israélien en fin de compte, c'est un parti islamiste. Alors, et je ne dis pas ça de manière sarcastique, c'est vrai. C'est-à-dire que d'un côté, on quitte souvent des pays parce qu'il y a l'antisémitisme, parce qu'on voit une influence grandissante de groupuscules ou d'une culture antisémite ou antisioniste, et puis on arrive en Israël, on se rend compte que, de manière différente évidemment, parce que nous sommes la majorité ici, nous les juifs israéliens, mais il y a une influence grandissante, et le système leur donne une possibilité d'influence, comme c'est le cas aujourd'hui, qui pose problème. Je pense que nous devons arriver à un changement de système, sinon nous risquons, ce que j'ai dit tout à l'heure, des fractures graves, des changements de la couleur de ce que nous sommes. Israël n'est pas un État comme les autres, c'est une démocratie, mais ce n'est pas un État normal, si vous voulez, au sens c'est pas un État classique. Ce pays, il a été fait par nos pères et par nos mères et par nos grands-pères et nos grands-mères, et souvent avec la sueur et avec le sang. Et ce pays, on le tient toujours avec les armes. Et il ne faut jamais oublier d'où nous venons, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier non plus où nous allons. Et moi, ça me perturbe, ça m'inquiète, je dis, mais ça reste pour l'instant une réalité politique israélienne. Et on a vu hier soir à la Knesset que le parti arabe islamiste Raham a fait tomber la décision de Netanyahou pour mettre en place une commission de la Knesset qui était très importante pour le système tout entier. Mais si tout à l'heure je vous ai rappelé les chiffres qui devraient être de la population, entre autres orthodoxe, dans les années 2050, on parle de plus de 30% de la population globale israélienne. On sait que ces populations-là votent presque à 100% pour des partis orthodoxes qui préservent et conservent leur intérêt et pas l'intérêt des autres communautés. Ils ont une vision communautariste extrême, comme les partis d'ailleurs arabes aussi, qui votent pour des partis qui préservent leur intérêt à eux
ils ne sont pas tellement intéressés par ce qui se passe chez les autres. Mais là, on va avoir besoin, si vous voulez, de repenser à tout cela, parce que ça peut, encore une fois, porter atteinte à plein de choses qui aujourd'hui nous paraissent normales, classiques, et qui peuvent demain changer. Je parle du service militaire, vous vous rendez compte que si demain seulement la moitié des Israéliens font l'armée et la moitié ne font pas l'armée, et que si demain il y a des conflits et des combats, que tout ça retombe seulement sur les épaules d'une partie de la population, il y aura des différences entre des familles qui paieront le prix ultime et d'autres qui ne paieront pas le prix ultime. Et puis ensuite, il y aura ceux qui... Mais ils auront tous les mêmes droits quand même. C'est très compliqué tout cela. Et on ne peut pas faire abstraction du développement dont on a parlé tout à l'heure, urbain, transport en commun, économique, social, sociétal, éducation, qualité de la vie, et ne pas s'occuper de nous. C'est-à-dire que dans quel état d'Israël nous allons vivre demain. Et c'est à nous, Israéliens de tous bords, qui veulent avoir un pays démocratique, un pays juif, un pays ouvert, à nous de repenser, de penser à demain. Là, je vous parle, c'est des mots comme ça, bien sûr, mais très important. Et ça ne peut pas être différencié du reste pour le développement de demain. Mais c'est vrai que nous sommes à un virage et c'est vrai qu'il va falloir prendre peut-être des décisions, je dirais, institutionnelles. Souvent, on entend beaucoup plus en Chutz-La'aretz, en dehors d'Israël, qu'en Israël, qu'il faut changer le mode de scrutin, même si j'aimerais rappeler quand même, concernant le mode de scrutin en Israël, c'est quelque chose d'historique. C'est, je dirais, au premier congrès juif mondial où, je dirais, les choses se sont créées. Je parle de Bâle 1897. Il fallait donc prendre des décisions et après ça. Et donc, vous aviez un nombre d'organisations juives. Vous aviez les juifs de Lutz, vous aviez les juifs de Casablanca, vous aviez les juifs de Meknès, vous aviez les juifs de Barchab, de Varsovie, etc. Et donc, il fallait que tout le monde se mette d'accord. Et donc, tout s'est fait tout le temps à la proportionnelle. Et on a gardé toujours cette tradition jusqu'à aujourd'hui, ce qui permet d'ailleurs à des petits partis de pouvoir jouer leur carte et d'avoir une représentation totale, je dirais, de toutes, je dirais, les couleurs du panel de la population israélienne. Maintenant, la question, est-ce qu'on doit aller vers justement un changement de scrutin vis-à-vis de ce que vous avez dit et vis-à-vis donc un nombre croissant de la population, ou simplement peut-être décider que le prochain gouvernement, pour qu'il y ait, je dirais, un petit peu d'air neuf, puisse dire clairement que n'importe quel chef de gouvernement ne pourra pas faire plus que de cadence, par exemple. Bon, encore une fois, ce sont des questions qui vont être discutées. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Vous savez que pour l'instant, on attend de savoir s'il y aura peut-être ou pas des cinquièmes élections. On est toujours dans une espèce d'incertitude, d'instabilité. D'ailleurs, ça fait partie de tout ce qu'on a dit maintenant. C'est-à-dire que c'est un pays aujourd'hui qui évolue très vite. C'est une véritable voiture de course. Hein. On a des résultats incroyables dans des domaines incroyables. On parlait du Covid, on parlait de la vaccination, on parle de high-tech, on parle du sécurité, on parle de ce qui se passe dans différentes zones du globe où Israël défend les intérêts d'Israël, souvent secrètement, sans que personne ne le sache. On a encore beaucoup de choses à faire pour protéger les Israéliens, mais également protéger nos frères juifs de par le monde qui font face, comme aujourd'hui, dans différentes parties du monde, à l'antisémitisme. Mais Yachad Imzot, comme on dit, mais avec tout ça, nous devons, nous, vraiment réfléchir à améliorer, à agrandir la cohésion, l'union. Il n'y aura pas d'union totale parce que vous avez deux juifs, vous avez trois opinions, c'est pas nouveau. Mais il faut absolument améliorer la cohésion nationale. Il faut absolument réduire les fractures. Et là, nous arrivons à la fin de notre rencontre. Oui. Je voudrais, si vous permettez. Un point, Olivier, sur les questions de sécurité, parce que c'est vrai qu'avec une population de 18 millions, la question de la nouvelle place d'Israël dans la géostratégie régionale va être de fait peut-être modifiée, je dirais. Sachant que est-ce que cela va résorber les conflits que l'on a en interne avec les Arabes qui vivent sur le territoire israélien et aussi avec nos voisins, et je pense, et nos voisins proches, comme nos voisins
un tout petit peu moins proche comme l'Iran. Écoutez, là, on est vraiment dans la. Quelqu'un a laissé son micro ouvert. Je vais fermer. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Je vais très rapidement et avec encore une fois beaucoup d'humilité pour ce que je vais vous dire, parce que là, on est dans les 20 ou 30 ans à venir. Ce qui est certain, c'est qu'Israël est devenu depuis. Fermez vos micros, s'il vous plaît. אתה לא יכול לסגור להם את זה? לא. הכל סגור. הכל סגור. Vous m'entendez bien quand même? Oui, oui, oui. Bon. Pas couper le micro? Bon, écoutez, je vais vous dire que nous sommes devenus, dans l'espace de quelques Pas années. couper les micros, s'il vous plaît? Maurice Azan, Oui, vous voulez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. oui, oui, je veux bien, mais je vous ai appelé pour vous dire qu'il y avait des C'est pas vous, c'est pas vous, c'est pas vous, pardon. Merci. Voilà, écoutez, nous sommes devenus aujourd'hui une puissance régionale et au niveau sécuritaire, une puissance mondiale, peut-être parmi les 4 ou 5 puissances dans différents domaines, dans le renseignement, bien entendu, mais également dans d'autres domaines. Et les pays arabes, ennemis d'hier, aujourd'hui alliés, ou en tout cas pas en guerre, le savent très bien. Nous sommes devenus véritablement une pièce maîtresse dans la région. Un, parce qu'il y a un désengagement américain. Les Américains quittent la région ici. Et deuxièmement, parce que la menace iranienne a fait que les pays arabes sunnites comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite, mais également Jordanie et Égypte, voient Israël comme une garantie sécuritaire de premier plan. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les pays arabes autour de nous. Je ne parle pas du Liban, je vais en parler un instant. C'est trois problèmes. Un, ce sont les Arabes en Israël et les Palestiniens à côté de chez nous. Le problème, si vous voulez, de ce béyaha, de cet imbroglio humain, de cette proximité entre les deux populations, fait qu'aujourd'hui, il y a un état de fait où il y a, en fait, entre Judée-Samarie, État d'Israël, bande de Gaza, il y a un seul marché. Ce n'est pas trois marchés, c'est un seul marché. Un marché économique, un marché sanitaire, un marché de la monnaie qui est chez nous, et également la monnaie qui est en Judée-Samarie, mais également dans la bande de Gaza. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, un marché israélien qui équivaudrait, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui équivaudrait en termes européens à une population de 25 à 30 millions d'habitants. Les Israéliens aujourd'hui consomment ce que consommerait ou pourrait consommer un pays de 30 millions d'habitants. C'est ce que nous disent toutes les grosses sociétés européennes qui travaillent en Israël, qui considèrent Israël comme un marché beaucoup plus important que la taille de sa population ou que sa taille tout court. Le fait qu'il y ait cet embriquement, ce que j'ai appelé embroglio, parce que c'est au niveau politique, cette embrication, excusez-moi, au niveau humain entre les différentes populations, crée d'un côté une réalité qui est là, c'est-à-dire que vous avez des Palestiniens de Judée-Samarie qui peuvent être pas très sionistes, qui vont se faire hospitaliser à Jérusalem ou à l'hôpital de Haïfa. On peut avoir des Gazaouis qui jettent des pierres ou jettent des cocktails Molotov ou des ballons incendiaires dont les enfants ont un cancer et vont être hospitalisés à Tel HaShomer. Et les médecins israéliens vont bien sûr les traiter. On a aussi des médecins et des infirmiers et infirmières et pharmaciens par centaines qui proviennent du secteur arabe, qui travaillent dans tout Israël. Et on a ce mélange, d'un côté formidable, de population qui sert toute la population en général, mais on a encore des grandes questions de fond où certaines mouvances, surtout du côté palestinien, mais également du côté arabe israélien, refusent l'existence d'un État d'Israël, ou en tout cas n'acceptent pas un État d'Israël sans qu'il y ait un État palestinien à côté. Et je ne vous ai pas parlé ce soir de la démographie palestinienne, mais elle aussi, elle existe. Quand vous voyez que dans la bande de Gaza, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, dans un territoire qui fait une bande de terre de 42 km de long, 114 km de large, vous avez 2,3 millions habitants, n'est-ce pas? Ces 2,3 millions d'habitants seront demain 3,5 millions. Une zone qui sera
bien plus dense que Hong Kong ou Singapour, dans une insalubrité, un problème de pollution, et qui est tout ça qui est agrémenté à la sauce d'autres États arabes ou d'autres intérêts qui n'ont pas intérêt à ce que ça se développe bien là-bas. Donc, on est dans des situations bien meilleures dans le monde arabe en général, toujours très complexes par rapport à nos voisins palestiniens, même si on les appelle arabes, palestiniens ou arabes de Samarie, peu importe le nom, peu importe le nom que vous donnez à tout cela, il y a une réalité humaine et démographique qui fait qu'elle est sur nos épaules, et elle est sur nos épaules. D'un côté, on va créer des villes modernes, ultramodernes, comme ça je vous ai montré sur la carte, dans le sud d'Israël et dans le nord d'Israël, et des zones de high-tech et des zones de développement, mais on va devoir également réfléchir à comment gérer ces populations, et trouver des solutions, oui ou non politiques, confédération, Jordanie avec l'Égypte, je ne sais pas encore. Mais ce qui est clair, c'est que ces éléments politiques de non résolus ont un poids économique et un poids politique sur nos épaules en temps de crise. Il ne faut pas le nier, ça. Encore une fois, c'est un autre sujet, mais les Américains, aujourd'hui, avec l'administration de Joe Biden, ont pris deux décisions, ont dit qu'ils allaient faire deux choses, ils vont les faire. Un, c'est l'accord sur le nucléaire iranien, et l'autre, c'est de reprendre les négociations parce qu'ils veulent qu'il y ait un État palestinien. Et même si nous, on s'y oppose, ou qu'on ne veut pas, ou qu'on dit non, bien eux, ils feront. Et je vous rappelle, tout à l'heure, je vous l'ai dit, que les Américains restent, étaient, sont et seront le premier allié d'Israël dans tous les domaines. Et par rapport à cela, nous devons être également très inventifs et très innovants, comme nous le sommes pour plein de choses. On est un peu moins bon dans le politique et dans la gestion des conflits. On est très bon dans la guerre et dans comment éliminer nos ennemis. On est moins bon dans la gestion, dans la solution. Mais comme on a créé Waze et comme on a créé plein de choses fantastiques qui font que le monde va mieux et c'est mieux trouver les chemins, peut-être que là aussi on trouvera les bons chemins. Je voudrais m'arrêter là et finir par une phrase. Zev, si tu me permets. Zev, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'abord, je veux d'abord te remercier pour tes questions et pour ta dynamique de ce soir. Merci, personnellement. Remerciez vous, auditeurs, spectateurs, zoomers. J'ai vu les regards et j'ai vu l'intérêt. C'est un sujet pour demain. Bon, soyons aussi optimistes, parce que quand on parle de demain, c'est évidemment être optimiste. Et nous, les Juifs, nous sommes optimistes. Et troisième chose, vous dire que, comme l'a dit tout à l'heure Zeev, je vais m'arrêter là, on a été choqués, nous sommes choqués par ce qui s'est passé avec le docteur Madame Sarah Halimi Zichronah Livracha, et que nous sommes hors de nous, nous, Israéliens, et je sais que c'est également le cas dans d'autres pays, mais ce n'est pas seulement les Juifs qui doivent être hors d'eux, c'est ceux qui sont pour l'humain et pour la justice, et que cette histoire dramatique, horrible, doit s'arrêter, et on ne peut plus, on n'a plus le droit, il est interdit de tuer des Juifs et que ces crimes restent impunis. On a eu des millions de morts sans sépulture, avec des criminels qui courent toujours, qui ont couru longtemps toujours. Très peu ont été punis. Il est hors de question de laisser des criminels qui tuent des Juifs courir et en liberté. Ça, c'est une chose qui est l'ADN d'Israël et aujourd'hui du peuple juif, qui est revenu à la maison comme un peuple libre, fort, et surtout qui a un pays, comme je l'ai montré, petit, mais en plein développement, mais Baruch Hashem, qui sera là aussi pour assurer la sécurité de tous ceux qui ne sont pas encore arrivés à la maison. Donc je voudrais vous remercier, encore une fois, remercier Zeev, remercier Joël Mergui et toute l'équipe du Centre européen de judaïsme, et j'espère que cette petite rencontre du soir vous a été intéressante. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci Olivier. Simplement un mot, parce que on a parlé beaucoup d'avenir.
Et j'ai pensé pendant toute cette émission à David Ben Gurion. Et David Ben Gurion, je revois les images, même si je n'étais pas présent au moment où ça s'est passé, mais David Ben Gurion était en 1949 au kibbutz des Boker, exactement, dans le sud du pays. Et vous savez qu'il avait un grand rêve, c'était d'aménager le Negev. Il était au bord de ce qu'on appelle le Nahal Tzin, qui est une grande rivière qui passe. Et c'est malheureusement malheureusement, c'est là où il y a son caveau et celle de sa femme. Et David Ben Gurion pensait à comment l'État d'Israël allait rester un État juif et pour les juifs du monde entier. Et il avait donné une phrase qui me semble encore aujourd'hui très importante. Le meilleur pour protéger nos frontières, c'est-à-dire notre État, Ouais. c'est de travailler et d'occuper notre terre. C'est ça l'aménagement du territoire. Attends, excuse-moi, je reçois une question d'Éric Slupowski Oui. qui me demande, comme ça. Est-ce qu'il y a une diminution du nombre d'enfants dans les familles orthodoxes parce que les femmes travaillent plus qu'auparavant? Et est-ce qu'il y a un changement de comportement dans le domaine de la fécondité et nombre d'enfants? La réponse est non. La réponse est non. La communauté orthodoxe est aujourd'hui la première à faire des bébés, magnifiques d'ailleurs, avec un taux de fécondité de 7,1%. Et moi, personnellement, j'encourage tous les gens qui veulent, les mamans, les papas, à faire des enfants. Mais j'encourage également à ce que ces familles rentrent dans l'esprit général pour que ces enfants deviennent des médecins, des chercheurs, des avocats, des soldats, ici s'il le faut. Et c'est important. L'autre question qu'il me pose, est-ce que l'armée, ah oui, avec 18 millions d'habitants, me pose également Eric Slupowski, est-ce qu'on aura besoin en fait d'une armée plus petite, en tout cas d'une armée pas obligatoire, puisqu'il y aura suffisamment de force pour choisir, ou comme c'est le cas en France, aujourd'hui en Belgique ou en Grande-Bretagne? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, parce que la réponse devrait être transmise par ce qu'on appelle ce qu'on appelle Agathe, la branche du Tirnoun, du plan de Tzahal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Tzahal, ce n'est pas seulement pour faire la guerre ou pour aller au combat. Tzahal, c'est fait partie, tout à l'heure je vous l'ai dit, de la création de la cohésion nationale. C'est le fait que chacun dans son domaine, chacun avec ses qualités, avec ses défauts, porte l'uniforme de Tzahal et puis participe à ce melting pot comme ça, où de tous bords, qu'on soit blond, brun, rouge, périphérie, Tel Aviv, orthodoxe, religieux, pas religieux, mais tous reliés à l'intérêt pour l'État d'Israël, participent à cette chose qui s'appelle le Shirut Betzal, le service militaire obligatoire. Je rajouterais aussi qu'il y a… Juste un mot, Zev, très court. J'ai connu, moi, des jeunes, des enfants, des jeunes qui étaient, qui avaient le syndrome de, qui étaient des handicapés mentaux, légers, mais handicapés mentaux quand même, et qui ont voulu faire l'armée. Je les ai vus, moi, je les ai vus porter l'uniforme de Tzahal, je les ai vus vouloir aider à construire un muret dans une base, à vouloir être le matin devant le drapeau, à faire partie de ce Beyachad, de cet ensemble-là. Et quand vous voyez ça, vous comprenez. J'ai vu aussi une femme aveugle vouloir faire Tzahal dans l'armée de l'air. J'ai vu aussi, moi, quand j'étais très longtemps, il y avait un officier du renseignement brillantissime qui était handicapé moteur lourd, qui était dans une petite chaise qui devait monter avec un appareil spécial, les escaliers, pour pouvoir intégrer. Et on avait spécialement préparé pour lui un monte-chaise comme ça, spécialement vers son bureau. Ça coûte cher. C'est très cher.
Mais le fait que lui puisse servir dans l'armée malgré son handicap et faire ce qu'il voulait faire, et il voulait le faire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut aussi mentionner dans le Tsahal, pour ceux qui ne comprennent pas parfois pourquoi Tsahal. Ce n'est pas que vouloir courir avec un fusil et puis et se battre, absolument pas. Mais en tout cas, je voulais vous dire ça parce que c'est important quand on parle de l'armée, quand on parle de la religion, quand on parle de ceux qui ne veulent pas faire l'armée, que l'armée, c'est bien au-delà de ce que c'est pour la cohésion de l'État d'Israël et du peuple juif en Israël. Concernant Tsahal, il y a eu une volonté, il y a quelques années, un débat d'idées qui a émergé pour créer en Israël ce qu'on appelle une armée professionnelle. Je peux vous dire qu'il y a eu tout de suite une montée en puissance dans tout le peuple d'Israël pour dire non, c'est le formant, c'est tout le socle de notre État. C'est aussi, n'oublions pas, Tsahal est une armée du peuple. Et donc, dans cette armée, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de blonds, il n'y a pas de roux, il n'y a pas de bruns, comme le disait Olivier. Tout le monde est ensemble. Et vous savez, c'est après, à la fin du compte, quand vous sortez de votre chiroute, de votre service militaire, quel que soit le temps que vous avez passé dans votre service militaire, vous faites partie d'une famille qui sont les familles des soldats d'Israël. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Voilà, encore une fois, merci. Là, on va s'arrêter. Et puis, on se reparlera en 2048 pour savoir ce qui se passera en 2100. On va peut-être se retrouver avant. Les Toda. Bye. Bye.